Mesdames et messieurs, bonjour. C'est d'abord un grand honneur, un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir parler de ce sujet. Je dois dire que ça m'interpelle déjà immédiatement parce que quand je vois l'immensité des ressources que l'on va mettre en commun avec cette nouvelle technologie, et puis aussi, il faut le reconnaître, le partage de cette connaissance, de ces informations, de ces systèmes, de ces données, tout ça est assez fascinant. Parce qu'on vient d'un monde assez cloisonné et finalement, on va s'orienter vers un monde de partage et d'engagement. S'agissant du client, on peut également s'interroger sur ce point-là. Partage entre entreprises, des entreprises parfois du même secteur, de la même concurrence, et puis partage entre le client et l'entreprise, et soutenu par une promesse, par un engagement du client aussi. Alors, rapidement, Toyota, en quelques chiffres pour le monde, vous savez qu'on est parmi les 3 plus grands constructeurs mondiaux. En Europe, on est un peu moins connu, on est présent dans 56 marchés, ça ferait plaisir au général de Gaulle, puisqu'on va jusqu'à l'Oural pour ce qui nous concerne. On a la Russie également, et on a également d'autres pays comme la Turquie. Donc c'est une Europe assez élargie, ce n'est pas l'Europe des 27. On a investi 7 milliards d'euros en Europe, et on a vendu 822 000 voitures l'année dernière. Et je dirais que depuis que l'hybridation a été lancée, l'hybridation c'est l'association d'un moteur électrique avec un moteur à combustion, on a vendu 400 000 hybrides en Europe. C'est un sujet qui va nous ramener à la télématique, je ferai un rapide aparté là-dessus, pour vous dire que dans le monde, on en a vendu 3 650 000 depuis 1997. Ce qui est intéressant, c'est l'accélération de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a mis 10 ans à vendre 1 million de voitures, et puis le deuxième million, on l'a vendu en 2 ans, et maintenant, en 1 an, on va vendre 1 million de véhicules hybrides. Et on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là, pourquoi? Parce qu'on a une cartographie, vous voyez, de la mobilité, avec, en particulier sur l'axe des ordonnées, vous avez bien sûr ce que l'on va voir comme taille du véhicule, et puis en abscisse, on va voir la distance à parcourir. Alors si on regarde bien en bas à gauche, on voit que pour les petites voitures, petite taille, véhicules peu pondérants, petite distance, c'est la voiture électrique. Si on regarde le corps du graphe, eh bien là on voit plutôt les voitures hybrides ou hybrides rechargeables, comme étant le corps du business, et puis à droite, les voitures à pile à combustible pour les longues distances. Pourquoi? Parce que là, vous n'avez pas un problème de densité énergétique comme vous l'avez sur les courtes distances pour l'hydrogène. Alors, tout cela avec une seule plateforme centrale, l'hybridation. On va toujours associer un moteur électrique avec donc différentes sources d'énergie. Ça peut être l'essence, ça peut être le diesel, ça peut être l'hydrogène. Tout cela sera soutenu par cette promesse. Et c'est intéressant de voir que c'est possible sur le plan industriel parce qu'on a une sorte de plug and play. Si vous enlevez le moteur à combustion d'une Prius, vous avez une voiture électrique. Il s'agit de renforcer la batterie, simplement. Si vous avez, à la place du moteur à combustion, vous mettez une pile à combustible, vous avez un véhicule à hydrogène, un véhicule fuel cell. Et puis, la voiture électrique, bien sûr, que vous connaissez. Alors, tout ça nous amène, bien sûr, à la télématique, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il y aura 2 grands événements, si vous voulez, dans l'automobile, et c'est pour ça que je faisais ce petit aparté sur la voiture propre. D'une part, la montée en puissance des véhicules propres, et d'autre part, la télématique. On distingue 4 champs importants pour la télématique. D'abord, l'optimisation. L'optimisation de la mobilité. Vous savez, le problème de l'homme en philosophie, c'est toujours de se situer dans le temps et dans l'espace. Et bien là, on essaye d'optimiser justement la durée du trajet, et également de trouver l'espace le plus optimum pour circuler. La sécurité routière, deuxième axe de la télématique, très important. Améliorer la sécurité active, passive, préventive à bord des véhicules. Troisième axe, le divertissement, les services, qu'on appelle le multimédia, mais également les services liés aux technologies de l'information. Enfin, dernier élément, James en a parlé tout à l'heure, le smart grid. Ça, c'est un élément également très important. Je pourrais aller au-delà, c'est-à-dire ce qu'on appelle les autoroutes, les trains de l'autoroute, en l'occurrence des véhicules qui avancent tout seuls et en file et sans pilote. C'est un sujet qu'on peut aborder dans la table ronde tout à l'heure et j'en parlerai très peu dans le cadre de cet exposé. Alors, optimiser l'utilisation, très clairement, on va, vous le savez, avec les systèmes GPS vers des systèmes online, donc de plus en plus on aura tout en temps réel, alors que les systèmes de cartographie qui étaient jusqu'à présent embarqués étaient beaucoup moins précis, moins actuels, et en tout cas n'était pas en temps réel. On en est maintenant même sur des systèmes comme le Touch and Go, dans la possibilité de vous dire s'il y a une place de parking à tel endroit et vous pouvez vous diriger vers cette place de parking sans perdre de temps.
Tout ça, évidemment, dépend également, et ça c'est un des points que j'aborderai tout à l'heure, des autorités publiques et locales, à savoir est-ce qu'on va avoir l'information pour vous informer de ce type de service. Donc on ne peut pas agir seul, il faut une approche intégrée. Si l'on regarde maintenant déjà aussi ce que l'on fait sur un système comme l'IARIS et le Touch and Go, eh bien, on peut donner des données météorologiques en temps réel, qui sont issues de l'Internet, bien sûr, et des informations d'alerte relatives aux limites de vitesse autorisées. Pudiquement, ça s'appelait les radars, mais on n'a plus le droit de parler comme cela. Donc, ce sont les zones où il y a des vitesses limitées. Alors, autre point sur la sécurité routière aussi, ce qu'on appelle l'e-call. Ce n'est pas encore rentré en service, ça devrait être appliqué sur le plan européen, pas seulement en France en 2015-2016. C'est un système qui permet, en cas d'accident, de repérer immédiatement le véhicule. C'est un signal automatique qui est émis par le véhicule et qui permet donc de dimensionner les moyens d'intervention. Vous savez combien il est important d'agir vite. Et en fonction du type de véhicule, on va dimensionner les secours, puisqu'on sera relié à une plateforme qui pourra donc prendre ces décisions immédiatement. Si ce n'est pas déclenché automatiquement, cela peut être également déclenché manuellement. Autre système maintenant important à bord de ces voitures, donc les divertissements multiples et les services, les bouquets de services que l'on peut offrir. Alors là, c'est un système assez facile que l'on avait implanté sur une petite voiture qui s'appelle l'IQ, et c'est un système avec MirrorLink qui permet d'afficher donc toutes les spécificités, les fonctionnalités de votre smartphone. Donc c'est une connexion directe par la même interface que le smartphone, mais à bord du véhicule. On travaille avec Intel sur cette génération, mais on veut développer surtout aussi la reconnaissance vocale, parce que vous comprenez bien que multiplier le multimédia à bord requiert évidemment la nécessité d'avoir une reconnaissance vocale. Alors on fait des connexions Wi-Fi pour être aussi connecté au domicile à partir de ce type de configuration. Toujours sur les divertissements et les services, eh bien, là encore, avec Toyota Friends, nous avons développé une interactivité avec le réseau de concessionnaires, également votre réseau d'amis. Vous pouvez être en relation avec votre domicile, votre lieu de travail, et tout cela est collecté par un Smart Center. C'est évidemment le véhicule qui va recevoir toutes ces informations, et vous allez voir qu'on peut recevoir des informations très intéressantes. Vous êtes au volant et vous recevez un tweet en vous disant « votre pneu avant gauche est légèrement sous-gonflé ». Immédiatement après, vous avez un second message qui vous dit quelle est la zone la plus proche pour procéder à nouveau au gonflage du pneu et le remettre au niveau approprié. Vous avez aussi le genre d'informations comme vous arrivez à un moment proche de votre intervalle de maintenance et vous êtes aux 50 000 km, il faut donc penser à faire un nouveau service sur ce véhicule. Et simultanément, vous pouvez recevoir des offres, et des offres de remise en particulier d'un concessionnaire particulièrement vigilant qui vous envoie un tweet en vous disant « Voilà, si vous venez chez moi dans les jours à venir ou même aujourd'hui, vous recevrez une offre avec un discount ». Vous avez aussi ce genre d'informations classiques sur la météo, sur également l'emplacement du véhicule, sur l'état du véhicule. Ça, c'est important. On vous dit également le problème si vous avez un problème de carburant ou même d'énergie électrique, si c'est un véhicule électrique, on vous donne l'état de charge, par exemple, du véhicule électrique, et aussi on vous indiquera où vous pouvez recharger ce véhicule dans les meilleurs délais. Ça, c'est une connectivité qui existe déjà maintenant avec le repérage des bornes en particulier. Alors, le Smart Grid, ça, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un système, si vous voulez, important sur le plan énergétique. Il est clair qu'on veut de plus en plus utiliser des énergies renouvelables, mais le problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles ne sont pas stables par définition. Donc il faut savoir les utiliser à bon escient et en évitant évidemment les peak time sur le réseau. Alors tout cela repose sur une interconnectivité de la voiture avec le domicile et voire avec le réseau. Alors c'est ce qu'on appelle vehicle to home pour la maison, hein, le véhicule est relié à la maison, ou vehicle to grid, dans ce cas, le véhicule est directement mis sur le grid, sur le réseau. Alors, vehicle to home, c'est clair, c'est la domotique. Donc, vous pouvez d'une part recharger votre véhicule, la batterie de votre véhicule à partir de votre maison. Généralement, vous avez une maison qui peut utiliser également un toit solaire. Et donc, vous pouvez faire toute la recharge, on le verra tout à l'heure sur un test, sur l'énergie solaire. Vous pouvez également
quand vous avez un problème d'énergie électrique et de peak time, vous pouvez utiliser la batterie de votre véhicule pour recharger la domotique, faire marcher votre réfrigérateur ou faire marcher votre sèche-linge. Tout cela, c'est géré par un Toyota Smart Center, et c'est clair que ça permet d'établir donc déjà une configuration très intelligente qui requiert évidemment une grosse base de données, mais aussi une interaction avec plusieurs autres partenaires. Et c'est dans cette technologie-là que nous utilisons en particulier la plateforme Azure avec Microsoft. Et nous avons plusieurs projets comme ça de Smart Center, et notamment le projet de Rokasho au Japon, qui matérialise bien d'une part la recharge par panneaux solaires et donc l'utilisation systématique et optimale de l'énergie électrique. Quand on recharge sur le grid au Japon, on reçoit des bons verts qui vous permettent ensuite d'avoir également des espèces sonnantes et trébuchantes parce que vous avez alimenté le réseau. Donc c'est un système très sophistiqué pour mesurer également l'apport que vous apportez sur le réseau. Le Smart Grid aussi nous a amené à réfléchir sur des systèmes d'induction, de recharge résonance par induction. Ça, c'est un système sans fil, donc, et sans câble. On a travaillé avec Wetricity sur ce projet-là, parce que souvent, on nous est un peu dit que c'est difficile ou peu ergonomique d'être obligé d'avoir un câble pour faire des recharges. Donc, on travaille également sur ce système-là. La télématique, donc, on le voit, nécessite une approche intégrée. Elle fait intervenir différents acteurs, et ces acteurs doivent collaborer. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le partage et le décloisonnement. Ce sont des services qui sont nécessairement effectués à plusieurs, ou pour satisfaire finalement un client, on est obligé de s'allier et de trouver une configuration qui permette de partager cette performance ou cette prestation. Les pouvoirs publics vont donc jouer un rôle important. Vous vous rendez bien compte qu'en matière automobile en particulier, quand on touche à la sécurité, il faut que le dispositif soit homologué, il faut également que la configuration interface voiture extérieure, c'est-à-dire configuration avec l'infrastructure, doit amener les pouvoirs publics à faire des investissements également. Donc vous voyez que nous ne sommes pas seuls décisionnaires dans ce genre d'activité et qu'il est important d'avoir cette approche intégrée. Et parallèlement, nos partenaires également énergétiques ou télématiques ont un rôle clé à jouer. Ce qui est certain, c'est que les services télématiques permettront un usage plus intelligent, également plus sûr de la voiture. Là, je montre juste un partenariat qu'on a en France avec l'INES et le CEA à propos de la recharge de Smart Grid. On le voit aussi à travers cette activité. Donc, la recharge en France est pratiquée, pas seulement au Japon. C'est pour vous montrer ce type de partenariat qu'on développe. C'est un projet où il y a seulement 12 voitures à Chambéry et 5 à Grenoble qui sont rechargeables et sur l'énergie solaire. Donc, et on a réussi à faire une recharge totale. Et également la possibilité sur la borne d'avoir une borne intelligente qui vous permette de recharger en priorité les véhicules électriques par rapport à des véhicules hybrides rechargeables. Le véhicule hybride rechargeable a un moteur à combustion, donc il peut circuler, alors que le véhicule électrique, lui, est très dépendant et uniquement dépendant de sa batterie. Donc c'est une voiture qui va être rechargée en priorité et à des heures où il n'y a pas de peak time pour bénéficier d'un tarif dégressif. Autre partenariat, je les ai évoqués tout à l'heure, quand c'est à bord du véhicule, généralement de la technologie embarquée pour la télématique, on a beaucoup travaillé avec Intel. Quand c'est en dehors de la voiture pour une expérience donc, sur les réseaux, on a beaucoup travaillé avec Salesforce. Et puis, bien sûr, Microsoft qui nous permet d'avoir cette plateforme de traitement de données pour l'ensemble de ces projets. Et aussi, on l'a vu tout à l'heure, pour le management de l'énergie. Alors, rapidement pour conclure et pour tenir le délai, notre vision de la mobilité urbaine. Vous voyez que ça, finalement, finira peut-être par voyager uniquement avec un téléphone, un smartphone. Pourquoi ? Dans l'avenir, on va optimiser la coordination entre les différentes modalités de transport pour accomplir un trajet. Sur un trajet comme ça, un trajet quasi urbain, on va favoriser bien sûr les transports en commun, les transports publics, mais vous pourrez donc commander votre trajet sur votre mobile, sur votre smartphone, qui va vous recommander de prendre, pour débuter, peut-être un métro ou un tramway, puis ensuite de prendre un bus. Et enfin, la problématique difficile sur laquelle tout le monde achoppe actuellement, c'est la problématique du dernier kilomètre. Comment rejoindre ce dernier point qui, généralement, n'est pas forcément desservi par des transports en commun. Et là, on mettra à disposition une voiture propre, une voiture électrique en particulier.
Voilà un peu l'articulation de ces différents éléments, et vous voyez que mobilité passera par, entre guillemets, d'une part la maîtrise de l'énergie, mais aussi la maîtrise des techniques de l'information et la télématique. Je suis convaincu que c'est vraiment l'avenir de l'automobile. L'automobile et la mobilité ont un avenir, mais cela passe par des optimisations, par des alliances, par des restructurations et par une mise en place de l'innovation qui sera le véritable ferment de la croissance dans les années à venir. Je vous remercie de votre attention.